Le vendredi matin, nous sommes parés. Aux aurores, Miguel récupère les effets indispensables aux fugitifs. Il s'est procuré, je ne sais pas comment, une luxueuse limousine qu'il a garée aux abords de l'église. À 7 heures du matin, l'oncle et la cousine de Joachim nous ont rejoints à l'annexe de l'église en venant séparément. La cousine a endossé l'uniforme de religieuse et l'oncle les habits du père blanc. À 8 heures, Joachim, un des deux jeunes prêtres et moi prenons le car. Nous laissons derrière nous le reste du convoi qui attend que la sœur revienne du bureau de la police. Le jeune prêtre qui voyage en car avec nous s'est proposé pour nous accompagner. Il connaît parfaitement Barcelone et nous sera d'un grand secours. Il est le seul à pouvoir donner le change en matière religieuse. Le deuxième jeune prêtre est lui aussi mis à contribution. Il conduira la voiture. Vers 1 heure de l'après-midi, le car nous dépose au milieu d'une immense place de Barcelone. Après avoir commandé un déjeuner, nous attendons tranquillement à la terrasse d'un bar la voiture de nos amis. La voiture fait 2 fois le tour de la place. C'est le signal convenu qui indique que tout va bien. Puis là, elle disparaît dans une grande artère. Nous allons attendre le car en partance pour Ripoll. À 6h30, nous atteignons cette petite bourgade du nord de Barcelone. La limousine, avec à son bord le jeune prêtre, nous attend devant l'arrêt des cars. Nous prenons place dans le confortable véhicule et quittons la ville. La voiture suit une route étroite qui serpente le long de la montagne. Le véhicule roule durant près d'1 heure, puis nous nous arrêtons à peu près à Camprodon. La voiture nous dépose devant une clairière et retourne à Ripoll. Notre groupe continue le voyage à pied sur environ 3 kilomètres avant de rencontrer sur le bord du chemin le reste de l'expédition. Nous sommes enfin réunis. Nous suivons le chemin pendant 2 heures encore avant d'atteindre notre dernière halte, la chapelle de Set Casas. Il n'y a pas d'occupants dans ce lieu retiré. Néanmoins, nous nous y installons comme si le maître des lieux nous avait conviés. Puis nous attendons sagement la venue du prêtre officiant dans cette chapelle. Il arrive à la nuit tombée, chargé comme une mule. Il revient d'une de ses tournées quotidiennes auprès de ses paroissiens. Il profite de ses sorties pour poser des pièges dans les forêts. À part le dimanche, il traverse régulièrement la région le long d'en large. C'est un solide gaillard, des montagnes. Il doit bien mesurer 1,90 m. Dès les premiers instants de notre rencontre, j'ai la conviction que cet homme jovial nous sortira de ce pétrin. Je prends confiance en m'apercevant qu'il ne se laisse pas impressionner facilement. En entrant dans la chapelle, en effet, il n'a pas sourcillé d'un poil en y trouvant des inconnus. Après les retrouvailles avec son ami Miguel, j'ai l'intuition qu'il a saisi immédiatement la raison de notre présence ici. Mais avant de pousser plus loin les présentations, il se propose de nous servir un petit alcool. Quand son ami lui indique les raisons de notre présence et ce que nous attendons de lui, il rit comme un beau diable. Si je comprends bien, nous lance-t-il, vous aimeriez bien traverser la frontière sans faire de mauvaises rencontres. Exactement, lui répond son ami. Tu penses que c'est possible, c'est faisable? Il est plus facile de traverser les frontières établies par l'homme que de passer la frontière du paradis. Et vous voulez la passer quand? Le plus tôt sera le mieux. Demain matin, ça vous irait? Ma foi, ce serait l'idéal. Parfait, conclut le prêtre José. Et vous voulez traverser les montagnes en chaussures du dimanche? Cette remarque nous met mal à l'aise. Nous nous sentons soudain ridicules. Il n'est venu à l'idée de personne de songer à se chausser en conséquence. Dans la précipitation, nous avions oublié ce détail. C'est pas bien grave, nous dit-il en voyant nos mines déconfites. Vous aurez un peu plus mal aux pieds que moi, tout simplement. Et puis
Que ne faisons pas pour rejoindre la voie du salut? Bon, assez discuté, passons aux choses sérieuses. Vous pouvez dire que vous en avez de la chance. Nous allons faire un repas du tonnerre de Dieu. J'ai ramené des cailles que je vais préparer à la mode de Saint-Émile. On dirait des nouvelles. À la mode de Saint-Émile? Lui lance Joe. Exactement, à la mode de Saint-Émile de Pomarol. Et qui est Saint-Émile de Pomarol? Saint-Émile de Pomarol est le petit-fils d'un bouc de la bergerie de Pomarol. C'est avec ses poils que je fabrique mes pièges, dit-il en éclatant de rire. Il fait encore nuit noire lorsque José nous réveille. Nous nous préparons rapidement. Nous faisons nos adieux à Miguel, qui doit retourner à Valence. Puis nous prenons le chemin de la frontière française. Il fait très froid. Et nous ne sommes pas assez couverts. Mais enfin, nous espérons être sortis de ce calvaire dans quelques heures. Nous suivons aveuglément le prêtre José, qui marche à la manière d'un soldat de carrière. Cette aisance dans le comportement montre qu'il a l'habitude de convoyer des gens de l'autre côté de la frontière. Il se retourne régulièrement pour voir si la petite troupe ne manifeste pas de signes de fatigue. Dès qu'il remarque que quelqu'un a des difficultés à suivre, il ralentit le pas. Il nous fait arrêter une fois pour aider la cousine de Joachim à reprendre son souffle. José en profite pour nous donner quelques conseils après notre séparation. De l'autre côté de la frontière, vous évitez de vous faire remarquer. La police conduit immédiatement les réfugiés dans des camps d'où il est difficile de sortir par la suite. Je vous conseille de ne pas vous présenter tous ensemble à l'arrêt du car. Nous sommes dans une région peu fréquentée. Un étranger se fait vite remarquer ici. Moins d'une heure après, José s'arrête de nouveau. Il dépose à terre le petit sac qu'il transporte sur le dos depuis le début, puis déclare « C'est l'heure de manger un morceau. J'ai toujours dit qu'il n'y avait rien de tel que la marche pour ouvrir l'appétit. » Cet homme est vraiment sûr de lui. Il ne craint pas les mauvaises rencontres. Excusez-moi de te demander, cela, dit Joe. Tu ne penses pas qu'il serait plus prudent d'atteindre la France avant de manger? José éclate de rire, et un rire à faire peur à tous les animaux de la forêt. Puis d'une voix très grave, il chante. Ma douce France, j'aime tes montagnes parfumées. Je me promène dans tes vignes fleuries. Donne-moi l'ivresse du petit matin. Vous ne sentez rien? Vous ne sentez pas la rosée matinale? Respirez un grand coup, faites le vide complet dans votre cerveau. Ouvrez grand vos yeux et admirez ce paysage paisible. Vous êtes en France, les enfants. La valise de Dolores est très lourde. Je m'arrête plusieurs fois afin de laisser reposer mon bras engourdi. Dolores, la sœur de Joachim, n'a pas ouvert la bouche depuis que nous nous sommes séparés du père Miguel. Notre groupe s'est scindé en 3 après avoir quitté le prêtre José. Nous avons convenu que chaque couple gagnerait Perpignan par des moyens et des circuits différents. Joe est parti en premier avec l'oncle. Ils doivent rejoindre le village de Prast de Molo. Joachim et sa cousine ont emprunté le chemin du village suivant. Enfin, Dolores et moi devons prendre le train à Amélie-les-Bains, à une quinzaine de kilomètres plus bas. Nous n'avons pas choisi la solution la plus facile étant donné que nous devons éviter de nous montrer sur les axes routiers. Dolores, qui a troqué ses habits de religieuse contre des habits civils, est très inquiète. Elle ne cesse de se retourner et de regarder autour d'elle. Elle a tort de s'inquiéter ainsi, car Amélie-les-Bains est atteinte sans encombre. En revanche, nous ne voyons pas passer le car transportant nos amis et qui aurait dû normalement nous dépasser bien avant notre arrivée. Je me renseigne quand même au bureau d'Amélie-les-Bains pour tenter d'apprendre quelque chose. Au guichet, en réalité au comptoir du bar, on me répond que le car venant de Prat de Molo aura plusieurs heures de retard du fait d'ennuis mécaniques. Je choisis malgré tout de poursuivre notre chemin
en prenant le train de Perpignan, qui, lui, ne nous aurait pas attendus. José nous a indiqué à tout hasard l'adresse d'une femme, ou plutôt d'une ferme. En cas d'un contretemps, nous avons une possibilité de repli. A priori, je n'ai donc aucune raison de m'alarmer. Les 4 autres nous rejoindront un peu plus tard, c'est tout. Devant l'arrêt des cars, à Perpignan, nous guettons la venue du reste du groupe dans un bar dont la façade donne sur la place. Assis près de la vitre, nous ne pouvons rater la venue du véhicule. Lorsque Dolores m'adresse la parole, c'est pour s'exprimer en espagnol. Je la laisse terminer, puis je lui indique que je ne comprends pas un traître mot. Elle me regarde fixement pendant un certain temps. D'après l'expression de son regard, il ne fait aucun doute qu'elle doit m'assimiler à un demeuré. Puis son visage se ferme et elle m'ignore totalement. Aux alentours de 11 heures du soir, le car arrive enfin, et nos 4 compagnons font partie des voyageurs. L'angoissante attente prend fin. Et Dolores a son premier sourire depuis Valence. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.